Ryan ne change pas, vraiment ne change pas, parce que ce que tu apportes au football, c'est rare et tout ce qui est rare, c'est précieux. Oui, dans le sport, il faut de la discipline, il faut du travail, il faut de la rigueur tactique, il faut de la maîtrise individuelle et collective, bien sûr, mais il faut autre chose. Il faut, de la folie, il faut de l'instinct, il faut de l'audace, il faut des joueurs capables de tenter des gestes qu'on n'a pas vu venir, des joueurs qui soient capables en une seconde de rappeler pourquoi on est tombé amoureux de ce sport et toi, tu fais partie de ces joueurs-là. Donc ne laisse pas le bruit te déranger. Ne laisse pas les critiques te convaincre qu'il faut te lisser pour être accepté. Ne laisse pas ce monde du débat-là te faire croire que pour être respecté, il faut devenir prévisible. Parce que si on aime le football autant, ce n'est pas que pour les systèmes, ce n'est pas que pour les circuits, ce n'est pas que pour les structures, les compensations, les équilibres. On aime aussi le football pour ça. Pour ces moments où un joueur sort du cadre, pour ces moments où il ose quelque chose, pour ces moments où d'un coup le match devient plus qu'un match. Il devient une émotion, une secousse, une surprise, presque une œuvre instantanée. Et attention, je ne parle pas d'un football sans travail, je ne parle pas d'un football sans exigence. Au contraire, pour arriver à ce niveau technique-là, il faut énormément bosser, il faut répéter, il faut rater, il faut recommencer, il faut discipliner son corps, son toucher, son timing. euh, il faut une exigence immense. Mais pour arriver à faire ces gestes-là, à ce moment-là, dans ce contexte-là, il faut aussi autre chose. Il faut une forme d'insouciance, une liberté intérieure. Il faut trouver ce truc rare que beaucoup perdent en route, la permission d'oser. Et c'est là que cette histoire devient intéressante. Parce qu'au fond, ce qu'on a vu après ce geste, ce n'est pas seulement une réaction à une action de match. Ce qu'on a vu, c'est un débat qui dit quelque chose de beaucoup plus profond sur notre rapport au football. On passe notre temps à dire que le football devient monotone, qu'il devient prudent, qu'il devient robotique, qu'il manque de personnalité, qu'il manque de joueurs qui sont capables de surprendre, ça manque de folie, ça manque d'artistes. Ok, moi ça me va. Je suis tout à fait d'accord. Mais dès qu'un joueur sort du cadre, dès qu'un joueur prend un peu de liberté dans un match, dès qu'il ose une forme d'expression qui n'était pas prévue, tout de suite on entend «Ah oui, mais pas comme ça». Et là, pour moi, c'est une vraie hypocrisie. Parce qu'on veut du spectacle, mais on voudrait presque contrôler la forme. On veut de la créativité, mais une créativité validée. On veut des artistes, mais on veut des artistes qui ne débordent jamais. Sauf que ça n'existe pas. Le spectacle, personne ne peut le définir à l'avance. Le spectacle, ce n'est pas une notice, c'est pas un mode d'emploi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut autoriser à condition qu'il soit bien rangé. Le vrai spectacle, c'est justement ce qui surprend, ce qui déborde, ce qui dépasse les codes, ce qui casse le rythme prévu. Parfois même ce qui dérange un peu, et tant mieux. Parce qu'à partir du moment où l'expression devient parfaitement acceptable, parfaitement cadrée, parfaitement conforme, ben c'est plus la liberté, c'est de la décoration. Et le vrai problème, ce n'est pas que le football moderne soit devenu plus intelligent. Le vrai problème, c'est qu'on a transformé cette intelligence de jeu en dictature de la prudence. Ça, c'est autre chose. Parce que penser le jeu, c'est une richesse. Maîtriser le jeu, c'est une richesse. Comprendre le jeu, c'est une richesse. Mais à partir du moment où cette intelligence devient une peur permanente du débordement, à partir du moment où elle sert à interdire l'imprévu, à partir du moment où elle devient une obsession de contrôle, alors on protège plus le football, on le rétrécit. Et c'est là qu'il faut être très clair sur les mots. Parce que beaucoup ont parlé d'arrogance, d'autres de provocation ou encore de manque de respect, très bien, mais on parle de quoi exactement? Parce que pour moi, je pense qu'on mélange beaucoup trop de choses. Le manque de respect, pour moi, c'est pas ça. Le manque de respect, ce n'est pas simplement un geste technique qui pique l'ego adverse. Le manque de respect, ce n'est pas le fait de faire mal mentalement à l'autre dans un rapport de force sportif. Le manque de respect, c'est autre chose. Le manque de respect, c'est l'humiliation gratuite, c'est de la vulgarité, c'est un geste vide, uniquement fait pour rabaisser. C'est le moment où le football disparaît, où il ne reste plus que le besoin d'écraser l'autre pour rien. Mais là, on n'est pas dedans. Là, on parle d'un geste de football, d'un geste d'expression, d'un geste de confiance, d'un geste de domination. Oui, il faut le dire. Et ça, c'est important. Parce que un geste comme celui-là, ce n'est pas seulement du spectacle pour le spectacle. Ce n'est pas juste un petit numéro pour les réseaux. C'est aussi un message envoyé à l'adversaire. C'est une manière de dire je suis à l'aise, je suis en confiance. J'ai encore les jambes. Je peux faire ça ici, maintenant, face à vous, à ce niveau-là. Et dans le haut niveau, ça compte énormément. Le football, ce n'est pas simplement un sport de déplacement, de structure et de choix rationnels. C'est aussi un sport de domination psychologique. C'est aussi un sport où on met des coups au moral, où on fait douter, où on impose une humeur, où on installe une hiérarchie mentale. Il y a des gestes qui font plus mal qu'un duel perdu. Il y a des gestes qui font plus mal qu'une simple accélération. Parce qu'ils disent à l'adversaire, aujourd'hui, non seulement je peux te battre, mais je peux te battre avec style. Et oui, évidemment, ça touche l'orgueil. Mais blesser l'ego adverse, ce n'est pas automatiquement un manque de respect. Sinon, il faut interdire le dribble.
Il faut interdire le petit pont, il faut interdire la feinte qui laisse le joueur sur place, il faut interdire tout ce qui fait justement la beauté compétitive de ce sport. Mais le plus révélateur au fond, ce n'est même pas le geste par lui-même. Le plus révélateur, c'est ce qui lui arrive ensuite. À partir du moment où Cherki fait ça, le geste ne lui appartient plus déjà vraiment. Il entre dans la machine du débat. Il est découpé, ralenti, sorti de son contexte, commenté, jugé, moralisé. Et là, il faut faire une distinction importante. Qu'un supporter adverse n'aime pas ça, je peux l'entendre. Hein, on est piqué, qui n'aime pas être piqué, comme quand entre deux potes, on est en train de s'embrouiller, ça pique. Tu vois, qu'un défenseur le vive comme une provocation, ça aussi je peux l'entendre, parce que tu es là, ah, devant tout le monde, OK. Mais ça fait partie du foot, sinon joue pas au foot. Si tu veux pas te faire piquer, joue pas au foot, va pas sur le terrain. Ça fait partie du foot, ça fait partie des camps, ça fait partie des émotions. Mais le vrai sujet commence quand ceux qui ont le micro donnent à cette séquence une lecture morale avant même de lui donner une lecture footballistique. Et ceux qui donnent souvent le ton, ce ne sont pas les supporters, ce sont les médias, ce sont les consultants, ce sont les anciens joueurs. Et c'est là qu'il se passe quelque chose de fascinant. Beaucoup de ces voix-là passent leur temps à regretter un football plus libre, comme je l'ai dit au début, un football spontané, un football avec plus de personnalité, plus de créativité, plus d'imprévu. Mais quand cette créativité se manifeste en direct, là, ils sont les premiers à vouloir recadrer. Ouais, il y a cette espèce d'hypocrisie morale qui vient et qui m'énerve personnellement. C'est comme si on voulait des artistes, mais que quand ils sont devenus des souvenirs. Une fois qu'ils sont rangés dans la vitrine, une fois qu'ils ne dérangent plus personne, une fois qu'ils sont devenus des images de nostalgie, là, on célèbre la folie. On adore raconter les joueurs libres d'hier. Mais on surveille de très près ceux d'aujourd'hui. Et le problème, il est là. Le problème, ce n'est pas qu'on débatte du geste, c'est normal qu'on débatte. Le football, c'est ça aussi, c'est des perceptions, des sensibilités, des interprétations. Le problème, c'est que ça débatte trop vite de l'attitude, au point d'oublier ce que ce geste dit du jeu. Parce qu'un consultant, un joueur, un média, ne fait pas qu'exprimer un avis. Il aide aussi à fabriquer le cadre dans lequel le public va interpréter la scène. S'il dit arrogance, s'il dit manque de respect, s'il dit geste de trop, alors il ne décrit pas seulement l'action, il lui donne une morale. Et une fois que la morale est posée, le football disparaît presque derrière le jugement. On ne parle plus de rapport de force, on ne parle plus de confiance, on ne parle plus de maîtrise, on ne parle plus de charge psychologique du geste, on parle d'un comportement à corriger. Et ça, c'est un vrai basculement. Parce qu'à ce moment-là, on ne regarde plus un joueur qui s'exprime, on regarde un joueur qu'on veut remettre à sa place. Et c'est pour ça que ce sujet est important. Pas seulement pour Cherki, pas seulement pour cette action, mais pour ce qu'il raconte du football qu'on est en train de construire. Parce que ces débats ne restent pas qu'à la télé. Ils ne restent pas sur les réseaux. Ils ne restent pas dans les extraits. Ils descendent sur les terrains. Ils descendent dans les centres de formation. Ils descendent dans la tête des éducateurs. Ils descendent dans l'imaginaire des jeunes joueurs. Et ça, faut pas l'oublier. Parce qu'un jeune joueur regarde tout ça. Il regarde ce qu'on applaudit, il regarde ce qu'on critique, il regarde ce qu'on tolère, il regarde ce qu'on punit. Et il comprend très vite le message. Et donc le message, c'est parfois travaille, oui, progresse, oui, sois bon, oui, mais surtout ne déborde pas trop. Exprime-toi, mais pas trop. Tente, mais pas trop. Surprends, mais dans des limites invisibles. Sois créatif, mais d'une manière qui ne dérange pas. Et là, il y a un vrai problème. Parce que ça veut dire que le débat autour du football ne commande pas seulement le jeu, il contribue aussi à la culture du jeu. Il contribue à dire quels joueurs sont valorisés, quels gestes sont considérés comme légitimes, quelle personnalité est acceptable, quelle liberté reste autorisée. Et c'est là que le sujet dépasse largement le cas Cherki. Parce que le vrai enjeu, ce n'est pas seulement de savoir si ce geste a plu ou pas. Le vrai enjeu, c'est de savoir quel football on encourage quand on réagit comme ça. Est-ce qu'on veut un football plus libre? Est-ce qu'on veut vraiment plus de liberté? Est-ce qu'on veut vraiment plus de joueurs capables de tenter l'inattendu? Ou est-ce qu'on aime simplement l'idée d'artiste, tant qu'il reste ancien, théorique, inoffensif, déjà digéré par la nostalgie? Donc oui, Ryan ne change pas. Pas parce qu'il faut tout accepter, pas parce que tout geste sera automatiquement beau ou juste, mais parce que le football devrait pas parce que le football devrait devenir un cirque, mais parce qu'un football sans joueur capable d'oser au bord de la ligne, au bord du cadre, au bord de l'excès parfois, c'est un football qui perd quelque chose de vital. Et ce quelque chose, ce n'est pas un détail, c'est une part de son âme.